envie de vous parler d'un tweet qui vient de tomber sur mon téléphone. C'est un tweet émanant de la chaîne parlementaire où était interrogée Madame Laetitia Avia, qui est une députée En Marche. Et Madame Avia a dit ceci: il va falloir que chaque parti, dans la perspective de la présidentielle 2022, que chaque parti prenne ses responsabilités et s'engage à lutter contre la désinformation. Et Madame Avia a poursuivi: nous allons appeler les partis à se rejoindre au sein d'une charte d'engagement pour lutter contre la désinformation. Alors qu'une députée En Marche vienne se présenter comme une héroïne de la lutte contre la désinformation, c'est assez extraordinaire. C'est comme si Al Capone nous donnait des cours de vertu. Je rappelle quand même que depuis que M. Macron est à l'Élysée, et même avant, nous avons un festival de mensonges, de fausses informations, de promesses non tenues qui défient l'imagination. Je rappelle au passage, par exemple, que l'une des amies de Madame Avia, qui est députée En Marche également, c'est l'ex-porte-parole d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye, qui s'était illustrée en disant notamment cette parole célèbre qu'elle assumait parfaitement de mentir pour protéger le président. Une porte-parole qui, à l'époque d'ailleurs, avait été épinglée par des journaux pourtant peu regardants, parce qu'elle intimait des ordres aux journalistes en disant « vous devez obéir », etc. Elle s'était fait, en fait, détester par toute la presse française. Alors moi, ce que je dirais à Madame Avia, c'est qu'on ne lutte pas contre la désinformation en organisant des chasses aux sorcières. Pour lutter contre la désinformation, c'est extrêmement simple. Il faut offrir aux Français des débats réels sur des vraies oppositions. Il faut que les Français puissent avoir autre chose que l'information officielle reprise par tous les médias. S'il n'y a pas d'information autre qui passe sur les grands médias, mais les Français vont sur Internet et ils peuvent prendre n'importe quoi. On a vu ça partout, hein. C'est comme les samizdat en Russie, c'était les journaux clandestins sous l'occupation. Pour lutter contre la désinformation, invitez tout le monde et invitez par exemple l'UPR sur tous les médias. Et vous verrez que la désinformation va diminuer. Il y a eu une information importante, c'est la décision annoncée par Emmanuel Macron de faire sortir la France de l'opération Barkhane au Mali, où nous avions, je le rappelle, quelques 5000 soldats. Je rappelle que la France est présente au Mali pour protéger le Mali des actions du terrorisme qui s'est développé dans le Sahel. Et je rappelle que ceci découle, le fait d'origine, c'est la déstabilisation et la destruction du régime du colonel Kadhafi en Libye. Destruction conduite par les Britanniques sous la houlette du Premier ministre de l'époque David Cameron et par la France sous la direction du président de la République française de l'époque qui était Nicolas Sarkozy. Alors, le fait que Emmanuel Macron se retire du Mali, c'est une bonne chose. Je le demandais personnellement depuis des mois et même plusieurs années. En particulier, je rappelle que le 28 décembre 2020 de l'année dernière, j'avais fait un tweet pour présenter mes condoléances les plus navrées pour les familles de 3 soldats qui étaient morts au Mali le 28 décembre, juste à la fin de l'année. Et dans ce tweet que vous retrouverez, je signalais qu'il y a 5 pays européens qui normalement auraient dû être à côté de la France, et qui étaient le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, le Royaume-Uni et la République tchèque. Sur ces 5 États européens, il y en a 4 qui étaient dans l'Union européenne, seul le Royaume-Uni ne l'est plus, mais ces 5 États représentaient en tout et pour tout moins de 10% des effectifs militaires. La France représentait 90% des effectifs militaires. En d'autres termes, quand on nous fait du violon sur l'Europe solidaire, ça n'est pas vrai. On a laissé les Français tout seuls. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a retiré les soldats. Et puis le 3 janvier suivant, le 3 janvier 2021, quelques jours après le 28 décembre, ce sont de nouveau 2 soldats français qui sont morts. J'ai présenté, comme pour les précédents, toutes mes condoléances. Et j'avais profité d'ailleurs de ce tweet, vous le retrouverez, pour demander que la France retire ses soldats du Mali. Alors voilà maintenant, ce soir, voilà qui est annoncé par Emmanuel Macron. C'est une bonne décision, mais c'est une décision bien tardive et qui montre que finalement Macron est en retard sur les événements. On me demande ce que je pense du fait que l'équipe de France a annoncé que ce soir, lors du match qui va avoir lieu à Munich, le match France-Allemagne, dans le cadre de l'Euro de foot, eh bien, l'équipe de France a annoncé que les joueurs français commenceraient par mettre un genou à terre en commémoration
des événements qui se sont déroulés aux États-Unis avec la mort de George Floyd et qui ont débouché sur le mouvement Black Lives Matter. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense, comme toujours, je suis très franc, je n'en pense pas du bien. Pourquoi je n'en pense pas du bien ? Premièrement, parce que le sport, normalement, doit être tenu à l'écart de la politique. Il y a toujours eu des tentations de transformer les épreuves sportives en des manifestations politiques. Hitler aux Jeux Olympiques de 1936, le mouvement des Black Panthers en 1968 à Mexico, les États-Unis qui ont boycotté les Jeux Olympiques de 1980 à Moscou. Mais normalement, il faudrait garder ça à l'écart. Et je pense que c'est donc une mauvaise chose, c'est un mauvais coup porté au sport. Deuxièmement, parce que les événements qui se sont passés aux États-Unis se sont passés aux États-Unis et ne se sont pas passés en France. Voilà, nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis, qui eux raisonnent en fonction des communautés. Nous avons une communauté nationale. D'ailleurs, je pense qu'on ferait beaucoup mieux de mettre en avant les déclarations récentes de Mbappé, le joueur prodige, dont je rappelle que le père est camerounais, la mère algérienne. Ses deux parents sont d'ailleurs de grands sportifs. Mbappé a dit récemment qu'il était français, que son pays c'était la France et qu'il devait beaucoup à la France, qu'il faisait beaucoup pour ses enfants. C'est ça sur quoi on devrait insister. Et puis la dernière chose pour laquelle je ne suis pas favorable à cette affaire, c'est que si vous regardez bien, il y a une géopolitique de ces genoux mis à terre. C'est en fait les États-Unis et leurs vassaux idéologiques, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Ouest, le Canada, etc. Mais regardez ce qui se passe en Russie, en Hongrie, en Pologne. Les équipes ne veulent pas mettre le genou à terre parce qu'elles ont compris quelque chose. Que malheureusement, semble-t-il, l'équipe de France n'a pas bien compris et que beaucoup de Français ne comprennent pas forcément bien non plus. C'est qu'en fait, en s'agenouillant, ça n'est pas pour rendre hommage aux victimes du racisme. En fait, on s'agenouille devant l'Empire américain et devant sa puissance idéologique. Nous combattons cet empire. On a appris, il y a quelques instants, la décision du Premier ministre français, Jean Castex, de suspendre dès demain matin le port obligatoire du masque en extérieur et dimanche d'arrêter également le couvre-feu. Alors, la première réaction, je pense que c'est celle de beaucoup de Français, c'est quand même d'être très content de la fin de ce pensum, de ces mesures obligatoires. C'est ma première réaction. Et donc je pense que c'est une bonne décision qu'a prise le gouvernement. La deuxième réaction, c'est quand même que ça fait des mois que ça aurait dû être pris. On sait par exemple que le port du masque en extérieur est décrié par des scientifiques depuis des mois et des mois. La chose qui semble nécessaire dans certains cas, c'est en cas de cluster comme on dit, ou en intérieur. Là, il vaut mieux effectivement porter un masque pour éviter de polluer autour de soi. Mais en extérieur, ça ne servait strictement à rien. Pourquoi ont gardé ça ? Mystère. Le couvre-feu, par ailleurs, qui respectait encore le couvre-feu, je n'en sais trop rien. La troisième remarque que je ferais, c'est que je suis quand même frappé par le calendrier. Macron et Castex auraient pu supprimer toutes ces mesures depuis donc au moins 2 mois ou 3 mois. On en est là. C'était prévu, la fin du masque était prévue pour le 30 juin. D'un seul coup, c'est avancé au 17 juin. Pourquoi ? Il n'y a aucune raison scientifique là-dedans. Je n'y vois que des raisons politiciennes. C'est-à-dire que, compte tenu des résultats qu'il va y avoir aux élections régionales, où En Marche craint d'avoir des très mauvais scores, ils se disent que ça va peut-être faire un petite bouffée d'oxygène de voix pour En Marche. Parce que malheureusement, il y a parmi les Français des gens qui sont absolument convaincus que Macron et Castex ont très bien géré cette pandémie, alors que la France se classe très 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 mal dans le classement des nations en nombre de morts par million d'habitants. Voilà. J'espère que l'obligation des masques pour les enfants va sortir également, va être annulée. Et puis je voudrais terminer en disant que rien n'est réglé tant qu'on n'a toujours pas parlé de la liberté de faire les traitements comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, qui sont toujours interdits. Ça, c'est important. En attendant de voir la suite sur les fameux vaccins qui donnent des résultats, on se pose quand même des questions. On vient d'apprendre que la première rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden, les deux présidents russes et américains, vient de s'achever à Genève. Alors les premiers résultats sont quand même plutôt positifs, semble-t-il, puisqu'ils ne se sont pas envoyés la vaisselle à la tête. Au contraire, il y a eu une atmosphère, si j'ai bien compris, paisible, de travail entre des gens sérieux. Et puis les décisions qui ont été prises, déjà c'est un échange d'ambassadeurs. Les ambassadeurs des deux côtés avaient été rappelés, ils sont convenus de remettre des ambassadeurs. C'est
Pour le grand public, ça n'y paraît pas, mais pour les spécialistes, pour les diplomates, c'est quand même le symbole d'un petit réchauffement. C'est toujours bien. Et puis, il y a eu des décisions qui ont été prises, des discussions qui ont été faites pour clarifier notamment la présence de la Russie dans l'Arctique, pour clarifier la question Navalny, pour clarifier aussi les attaques de cybermilitants, puisque les Américains reprochent à la Russie de faire des attaques de cybermilitantisme, mais les Russes reprochent la même chose aux Américains. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que, en fait, quand dans ce genre de situation, il y a certainement à critiquer de part et d'autre. Je voudrais quand même rappeler que j'ai trouvé assez ahurissant les déclarations faites par Joe Biden à l'OTAN, où il a expliqué qu'il était venu resserrer l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire en fait vérifier que tous les vassaux européens des États-Unis d'Amérique étaient bien là, le doigt sur la couture du pantalon, et il a dit qu'il était là pour tracer les lignes rouges qu'il devait y avoir avec la Russie, avec la Chine. C'est-à-dire que la France, parce que nous sommes dans l'OTAN, on doit respecter les lignes rouges que nous fixent les États-Unis d'Amérique. Ça va pas. Et on voit d'ailleurs dès que Biden discute avec Vladimir Poutine, les tensions rediminuent parce qu'on se rend compte qu'entre êtres humains et sérieux et responsables, notamment de la paix dans le monde, on a quand même des moyens de vivre ensemble. Voilà. Donc je me réjouis des débuts de cette réunion à Genève, mais je suis toujours triste de voir que notre pays à nous est complètement ligoté dans un camp qui est celui de l'atlantisme. Et comme je l'ai souvent dit, l'UPR veillera à sortir la France de l'OTAN et à renouer d'excellentes relations avec la Russie comme avec la Chine, ce qu'avait fait De Gaulle à partir de 1964. J'ai une bonne nouvelle sur le front médiatique. Alors je m'empresse de vous la signaler parce que ça n'est pas si fréquent, vous le savez, hélas, dans les difficultés que nous avons à être invités à s'exprimer dans les médias. Il se trouve que le 2 juin dernier, le journal Le Monde, qui est le journal de référence, dit-on, a publié un article sur les candidats déclarés ou potentiels à l'élection présidentielle de 2022. Et dans ce numéro de 2 juin, il y avait donc un graphique qui montrait les personnes qui s'étaient déclarées. Et celui qui était en tête, c'était moi, puisque j'ai dit effectivement, dès le mois d'avril 2019, pendant les élections européenne, que je serais candidat en 2022 si c'était possible. Et j'ai noté avec satisfaction que les journalistes du Monde eux-mêmes le savaient et ont minutieusement répertorié ce fait avec les déclarations d'autres candidats ultérieurement. Ça, c'était le point positif. Le point négatif, en revanche, c'est que le journal Le Monde m'avait classé à l'extrême droite. Donc il y a un certain nombre d'entre vous, à la fois des adhérents en externe et puis en interne, un certain nombre de nos cadres qui se sont manifestés en disant comment est-ce que l'on peut tolérer cela, sachant que nous n'avons jamais été classés à l'extrême droite, ni par le ministère de l'Intérieur lors des élections régionales lors des élections européennes d'abord de 2014, les élections régionales de 2015, les législatives de 2017, les européennes de 2019, on n'a jamais été classé en extrême droite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en 2018, il y avait déjà eu un conflit avec France 5 et qui nous avait classés à l'extrême droite. Nous avions saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et qui nous avait donné raison et avait donné tort donc à France 5. Eh bien, donc, nous avons fait valoir ceci au journal Le Monde discrètement, et nous avons appris aujourd'hui, ils nous ont envoyé une lettre pour nous dire qu'en effet, ils nous avaient maintenant reclassés dans les candidats divers et donc non classables selon le clivage droite-gauche. Voilà, je voulais vous le dire, ne vous laissez pas intimider. Rien dans ce que dit et propose l'UPR est d'extrême droite, Le Monde l'a confirmé.